Evening News. Journée africaine de la statistique, le Mali, à l'instar de la communauté africaine, a célébré ce 18 novembre 2021 la dite journée. Nos reporters vous en diront plus dans ce journal. Sanctions de la CEDEAO visant des personnalités de la transition malienne, nous en discuterons sur ce plateau avec notre invité, l'économiste Modibo Mao Makalou. Les citoyens se sont également prononcés sur le sujet au micro de nos reporters, vous verrez. Les forces de sécurité soudanaises tirent des grenades lacrymogènes sur des manifestants anti-putsch à Khartoum lors de la journée la plus sanglante depuis le coup d'État du 25 octobre avec 15 morts. Plus de précisions sur le sujet dans la page internationale. Aimables téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour ce journal Joliba Evening News. Bonsoir à tous. Le Mali, à l'instar de la communauté africaine, a célébré ce 18 novembre 2021 la journée africaine de la statistique. Pour cette 31e édition, le thème retenu est « Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique ». L'événement vise à informer et sensibiliser le public sur l'importance des statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et économique. Écoutons les détails avec le secrétaire général du ministère de l'économie et des Finances et le président de l'Association malienne de la statistique au micro de Aïssata Traoré et Adama Sanogo. Fixé au 18 novembre de chaque année, l'initiative représente aujourd'hui un rendez-vous majeur de la communauté des producteurs et utilisateurs de statistiques sur le continent africain. Elle vise à rappeler les importants challenges que les pays doivent relever en matière de production des données statistiques en vue d'une meilleure définition des politiques, stratégies et programmes de développement. Mesdames et messieurs, en 2019, les Nations Unies ont adopté une résolution déclarant l'année 2021 Année internationale de l'économie créative pour le développement durable, reconnaissant le potentiel de l'économie créative pour aider les pays en développement à diversifier leur production et leur exportation et à assurer un développement durable de manière inclusive et équitable. Bon, les grands enjeux, j'allais dire, de la journée, c'est d'abord sensibiliser le public, les producteurs de statistiques, les utilisateurs de statistiques, d'abord sur l'existence d'un système statistique, de l'importance de la statistique et de ce qu'on peut faire de la statistique. On est là pour la promotion de la science statistique et des statisticiens. Donc vous avez suivi qu'on a relevé en fait les difficultés que la statistique vit actuellement. Et puisque je vous ai parlé de l'importance de la statistique, il est important de produire des statistiques, mais pour les produire, il faut des ressources humaines, il faut des ressources financières. Et donc c'est sur ça qu'on a insisté. Le message que j'ai pour les utilisateurs de statistiques est d'abord, s'ils sont utilisateurs, c'est tant mieux. C'est ceux qui ne sont pas utilisateurs, c'est beaucoup plus à eux que je m'adresse. Et pour alimenter vraiment tout programme, quand on veut faire un programme de développement, quand on veut faire une planification, il faut que ça soit basé sur des chiffres. Quand c'est basé sur des chiffres, c'est beaucoup plus solide. Et les utilisateurs de statistiques aussi, qu'ils s'approchent de l'Institut de la statistique. Et auprès de cet institut, il y a beaucoup d'informations qui existent, les gens ne sont pas au courant. Dans une interview accordée à un média russe lors de sa dernière tournée à Moscou, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a souhaité que la Russie mette en œuvre son expertise et sa technologie en vue de développer l'exploitation des ressources minières et pétrolières du Mali dans un partenariat gagnant-gagnant. Suivons ce commentaire avec Abdoulaye Koniba Konati. Le partenariat russo-malien entend élargir son champ d'action. Outre les questions traditionnelles sécuritaires, les deux pays pourront travailler en symbiose en matière d'exploitation minière et pétrolière. C'est partiellement ce qu'on peut retenir d'un entretien du ministre malien des Affaires étrangères avec un média russe. Le Mali dispose d'un potentiel considérable en matière de ressources pétrolières qui restent à exploiter. Et la Russie est aujourd'hui le premier producteur mondial dans ce domaine. Nous espérons que la Russie, avec son expérience, son expertise et sa technologie, pourra également contribuer à l'exploitation des minéraux utiles, a soutenu le ministre malien des Affaires étrangères lors de cet entretien. Par ailleurs, le chef de la diplomatie malienne a aussi évoqué le secteur agricole.
Bien qu'il soit le premier producteur du coton en Afrique, le Mali n'arrive pas à transformer suffisamment son coton. Selon le ministre Diop, des partenariats avec des entreprises russes qui sont intéressées à la possibilité d'utiliser ces potentiels pourraient être bénéfiques pour les deux pays partenaires. Nous souhaitons donc que la base de nos relations soit élargie dans un esprit de coopération gagnant-gagnant, a-t-il conclu. Dans ce journal, nous recevons un invité. Il s'agit de l'économiste Modibo Mao Makalou. L'entretien concerne les sanctions de la CEDEAO contre des personnalités de la transition malienne dont les noms ont été publiés ce mercredi 17 novembre 2021. Bonsoir, M. Makalou. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je le disais tout à l'heure, une liste avec les noms de personnalités de la transition au Mali est apparue ce 17 novembre. Il s'agit de celles visées par les sanctions d'interdiction de voyage, de gel d'avoirs financiers que la CEDEAO a annoncé lors de son sommet extraordinaire tenu à Accra le 7 novembre dernier. Quelle lecture faites-vous de cette liste? Écoutez, madame, moi je suis désolé que cette liste soit apparue, mais la liste avait déjà été compilée depuis la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'était réunie déjà le 16 septembre. Et vous saviez, il avait été demandé là, cette conférence des chefs d'État, qui est l'instance suprême de décision de notre organisation sous-régionale, avait décidé de compiler une liste des personnes qui seraient liées de loin ou de près au retard enregistré à la transmission d'un calendrier ou d'un chronogramme détaillé pouvant mener aux élections. Donc c'est cette liste qui, en fait, les sanctions ont été mises en vigueur depuis la conférence du 7 novembre, mais la liste a été rendue publique hier. D'accord. Quel impact ces sanctions peuvent-elles avoir sur ces personnes, vu qu'il s'agit de sanctions individuelles? Mais écoutez, au niveau diplomatique, ce sont des sanctions psychologiques d'abord. Je ne pense pas que... parce que quand même, ça montre un peu la détérioration des rapports entre notre pays et l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO. Parce que le fait qu'on ait quand même sanctionné 149 ciblé 149 personnalités, c'est-à-dire l'ensemble des membres, c'est-à-dire les 121 personnes qui sont membres du Conseil national de transition, qui fait office d'organe législatif, et la quasi-totalité du gouvernement, 28 personnes sur 29, à l'exception évidemment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Donc c'est une sanction quand même symbolique très forte. Et je pense que quand même, mais par contre, c'est une mesure temporaire. Et je pense que dans les jours à venir, peut-être qu'il y aura une évolution dans ce dossier. Vous venez de l'évoquer, sur cette liste, l'exception est faite au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop. Pourquoi les autres et pas eux? Mais écoutez, le président de la transition, chef de l'État, les relations extérieures, la diplomatie est le domaine réservé du président de la transition, du chef de l'État. Et vous savez aussi que le ministre des Affaires étrangères en diplomatie est le représentant personnel du président de la République. Donc ce sont les deux personnes les plus habilitées, c'est un domaine régalien, un domaine de souveraineté, et je pense que ça laisse aussi encore la porte ouverte au dialogue, étant donné que c'est le ministre des Affaires étrangères qui conduit ce dialogue avec l'organisation sous-régionale. D'accord. Nous arrivons au terme de cet entretien. Juste une dernière question. Le Mali a-t-il encore une marge pour se sortir de cette situation peu cordiale avec la CEDEAO? Oui, moi j'ai bon espoir que tout va bien se dérouler. Et je pense que la situation va se dénouer durant ce mois de décembre. Quand la liste va être, ce chronogramme détaillé va être transmis aux autorités de la CEDEAO. Et en ce moment, les sanctions, je pense, parce que la fenêtre reste ouverte, le dialogue est toujours en cours entre notre pays et l'institution sous-régionale. Et je pense qu'un dénouement heureux risque de se produire durant le mois de décembre.
D'accord. Merci, M. Makalou. C'est Nous moi qui vous arrivons à remercie. la fin de cet entretien. Merci de nous avoir donné des éléments de réponse par rapport à cette crise que notre pays traverse depuis un certain moment. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Nous parlons toujours des sanctions de la CEDEAO. Le Premier ministre Choguel Koukala Maïga et la quasi-totalité de son gouvernement figurent parmi les 149 personnalités visées par des sanctions individuelles infligées récemment par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, sont épargnés par les sanctions. Qu'en pensent donc les citoyens maliens? La réponse dans ce micro-trottoir de Aminata Traoré et Bourima Doubari. On peut même dire que 70% du pays est occupé à la part des djihadistes ou encore d'autres terroristes qui menacent. S'il faut d'autres sanctions, de priver nos autorités, c'est-à-dire des transitions, de partir parler nos problèmes ailleurs, ça c'est pas une bonne chose. Le Mali fait partie de l'un des créateurs de la CEDEAO. Et c'est les Maliens qui doivent vraiment décider leur sort. C'est très normal, le Mali n'est pas pour la CEDEAO. Tout le monde sait que la transition est une période exceptionnelle. Tout le monde sait que ce que Assimi, Choguel et Assimi sont en train de faire, vraiment ils sont en train de poser des actes. Ils sont en train de poser des actes, vraiment il faut qu'on les laisse travailler. Pour moi, il faut prolonger la transition à 3 ans. CEDEAO a une décision pleine. Concernant cette décision prise par la CEDEAO, je demande à nos autorités, notamment à Assimi Goïta et Abdoulaye Diop, de dialoguer avec les membres de la CEDEAO afin de trouver une solution définitive, car cette situation risque d'être compliquée pour les Maliens à l'avenir. Moi je pense que la sanction de la CEDEAO c'est pour nous faire peur quoi. Sinon la CEDEAO ne peut rien contre nous parce que le Mali est l'un des membres fondateurs de cette organisation sous-régionale là. Et puis cette sanction là aussi, pour moi ça n'a pas assez d'effet quoi. Parce que nous avons besoin de la CEDEAO comme la CEDEAO aussi a besoin de nous quoi. C'est une coopération bilatérale. Alassane Keïta, le promoteur des complexes scolaires Cheikh Modibo Diarra et de l'Union de Hamdalaye, est un natif de Tombouctou. Après son cursus universitaire à la faculté des sciences humaines de Bamako, M. Keïta s'est lancé directement dans la réalisation de son rêve d'enfance, notamment l'enseignement. Cette passion l'a conduit à la création de sa propre boîte qu'est l'école Cheikh Modibo Diarra. 16 ans après, l'homme a fait un grand parcours. Aruna Saliakone nous propose son portrait. L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne afin qu'elle grandisse et s'épanouisse, disait le pape Jean-Paul II. Alassane Keïta, diplômé des sciences de l'éducation, a choisi l'éducation comme métier pour aider les enfants à s'épanouir. Avec l'allemand, ça va? Vous comprenez le cours? Oui. Ah, ça c'est bien, bon courage alors. Promoteur des complexes scolaires Cheikh Modibo Diarra et de l'Union de Hamdalaye, le quarantenaire a une réputation de bosseur, un passionné de l'enseignement et de l'éducation. Il est au four et au moulin, quoi. Et tout ça avec comme objectif engranger de très bons résultats à la fin de l'année scolaire. Donc c'est quelqu'un avec lui, ça badine pas, quoi. C'est quelqu'un c'est un fou de travail, comme je dis. Il se bat et tout ça. Il aime beaucoup les enfants. C'est quelqu'un qui aime les enfants, qui aime l'éducation, qui tient à leur réussite. Justement, son amour pour l'éducation lui a conduit en 2005 à la création de sa première école, l'école Cheikh Modibo Diarra. L'école Cheikh Modibo Diarra a été créée le 1er octobre 2005 à Hamdalaye. Donc aussitôt, dès que j'ai fini maintenant avec l'université, avec ma maîtrise en sciences de l'éducation, donc je me suis dit qu'au lieu de travailler comme ça et pour les gens, pourquoi ne pas créer ma propre boîte et créer de l'emploi en même temps aussi et en même temps m'exercer dans ma passion. Maintenant, c'est une passion d'enfance. Depuis que j'étais tout petit, j'ai aimé enseigner, en même temps j'ai aimé les enfants. L'école Cheikh Modibo Diarra d'hier est devenue le complexe scolaire Cheikh Modibo Diarra d'aujourd'hui. Comme toute grande œuvre, il faut aller étape par étape. C'est ainsi que j'ai commencé maintenant, avec la première création, j'ai commencé avec une vingtaine d'élèves, juste par le premier cycle. Moi-même, j'étais en classe, j'étais enseignant, j'étais directeur, j'étais promoteur. Donc maintenant, il n'y avait pas assez d'élèves. Donc si les parents n'étaient pas là, j'étais en classe et j'enseignais. Vous voyez, donc c'est ainsi que maintenant, on a commencé par le premier cycle. Ensuite, l'année qui suit, on a créé le second cycle. Donc, quand les parents voyaient que vraiment la prestation était bien, les parents disaient, mais pourquoi pas un lycée Cheikh Modibo Diarra? Le lycée est créé
Le taux de réussite aux différents examens est excellent. Au-delà de ce succès, le complexe scolaire emploie une centaine de personnes, tout en respectant les obligations du Code du travail. Actuellement, dans les différents établissements, nous frôlons à peu près maintenant les 800-900 élèves. Et en même temps, on a à peu près 250 employés ici. Donc, je peux dire qu'il y a à peu près une centaine d'emplois permanents qui sont là, une centaine qui sont payés 12 mois sur 12 avec une couverture sociale aussi. Nous avons toujours un taux de réussite très honorable, si je dis, parce que nous sommes toujours dans les 80% depuis la création maintenant du lycée. Donc, nous faisons maintenant 80% et plus, 90% et plus. Même cette année, nous sommes à 93,93% de taux de réussite au bac. Grâce à la rigueur, à l'expérience et à l'expertise acquise par M. Keïta dans son domaine, il est sollicité en 2016 pour venir à la rescousse des complexes scolaires de l'Union à Amdalaï. Il est venu ici en 2016. Nous étions presque au bord de la faillite, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est lui qui est venu nous sauver. Quand je dis sauver, c'est lui qui est venu reprendre l'école à Nemo. Il est très sérieux dans le domaine du travail, il est rigoureux. Et nous sommes dans la même situation et nous aussi nous sommes obligés de faire comme lui. Donc par rapport à cela, vraiment c'est un promoteur exemplaire. Une rigueur et un style imposé qui ont permis à ces passionnés de l'école de se frayer un chemin, d'avoir une bonne réputation dans le monde scolaire. Ambitieux et courageux, Alassane Keïta travaille déjà sur son futur grand projet, celui de la création de l'université Cheikh Modibo Diarra. Un autre défi qu'il va à coup sûr relever. L'image du jour est consacrée au Fouta Djallon. Le Fouta Djallon est un massif montagneux en Guinée, principalement habité par des populations peules. Un puissant État théocratique musulman s'y implantant au XVIIIe siècle, l'imama du Fouta Djallon. Le territoire du Fouta Djallon est constitué de savanes arborées, forêts ouvertes, forêts galeries et vastes plaines sillonnées de nombreux cours d'eau dont l'action millénaire à l'origine a vu apparaître de grandes falaises et de nombreuses chutes d'eau. Surnommé le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, d'importants cours d'eau d'Afrique occidentale y trouvent leur source. Il s'agit entre autres de Tinkiso, affluent du Niger, le Sénégal, le Gambie, le Koliba et le Kogan. Avec une superficie de 81 952 km² et une altitude moyenne de 1000 mètres, cette région de plaine et collines culmine au mont Loura, 1515 mètres. La zone est particulièrement favorable à la production de fruits, mangues, agrumes, papayes, avocats, bananes et goyaves et plusieurs autres productions potagères. Dans l'ensemble des terres cultivables sont produits le fognon, le riz, la pomme de terre, l'oignon et l'arachide. La baie est la plus grande ville de la région. Les autres villes sont Pita, Mamou, Dalaba, Tougué, Koubia, Lelouma, Mali, Télimélé, Koundara et Gawal. À présent, l'actualité internationale. Les forces de sécurité soudanaises tirent des grenades lacrymogènes sur des manifestants anti-Punch à Khartoum lors de la journée la plus sanglante depuis le coup d'État du 25 octobre avec 15 morts. En matinée ce jeudi, alors que les communications téléphoniques avaient été rétablies après une coupure lors de la répression, les forces de sécurité ont de nouveau tenté de disperser des dizaines de manifestants restés sur leurs barricades dans la banlieue nord de la capitale. Le cœur de la mobilisation qui réclame un gouvernement civil dans un pays sous la férule de l'armée, quasiment en continu depuis 65 ans, a désormais un bastion. Khartoum Nord, banlieue reliée à la capitale Khartoum par un pont sur le Nil. Là, mercredi, au moins 11 des 15 manifestants tués au cours de la journée sont tombés sous les balles des forces de sécurité qui visaient, selon un syndicat de médecins pro-démocratie, la tête, le cou ou le torse. Des images filmées avec un drone montrent l'étendue des inondations dans la ville canadienne d'Abbotsford, dans la province de Colombie-Britannique. Le maire d'Abbotsford, Harry Brown, affirme que plus de 180 personnes ont été évacuées par les airs et les eaux durant la nuit en raison d'inondations historiques. Des pluies torrentielles tombées dimanche et lundi ont provoqué des glissements de terrain et des inondations tuant une personne et conduisant à l'évacuation de milliers d'autres dans
le sud de la province. Le gouvernement canadien avait annoncé mercredi l'envoi de l'armée en renfort pour aider les milliers de personnes évacuées dans l'ouest du pays. Un mot de culture avant de refermer cette édition. Le jeune plasticien malien Mohamed Dambélé est l'un des grands espoirs de la peinture malienne, tant par la maîtrise de sa technique qui frôle le figuratif et les messages qu'il véhicule dans ses œuvres. Lauréat de plusieurs prix, Mohamed Dambélé rêve aujourd'hui d'exposer dans les plus grandes galeries du monde. Youssouf Koné et Eladi Malik Guitei. Dans le quartier de Sangaré-Bougou, en commune 1 du district de Bamako, Mohamed Dambélé, la trentaine, nous reçoit dans son espace de travail aménagé sur le toit de la maison familiale. L'artiste est encore dans l'euphorie de son prix remporté le week-end dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors de la 4e édition des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou. Je suis vraiment honoré d'avoir le 2e prix, vu qu'on était beaucoup d'artistes et sous compétition, et parmi ces artistes-là, moi qui ai eu le 2e prix, c'est vraiment une immense joie pour moi et je suis fier d'être un artiste peintre malien. Ces prix viennent s'ajouter à une liste de trophées de l'artiste déjà fourni qui compte notamment 2 prix du Festival international de la caricature et de la bande dessinée de Bamako et du concours Total Art. Le jeune artiste compte à son actif une trentaine d'expositions sur le plan national et international. 3e d'une fratrie de 6 enfants, Mohamed reçoit l'art en héritage de son père, un dessinateur doué. Il perfectionne son talent au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Faseke Kouyaté de Bamako. Depuis à bas âge, j'aimais dessiner. Je peux dire que voilà, c'est inné chez moi, vu que mon père aussi faisait le dessin avant. Donc, je faisais des petits portraits, des petits dessins, des services à des personnes qui m'ont demandé d'aller décorer leur boutique et autres. J'aimais aussi regarder les bandes dessinées telles que les Dragons de Bouzette et autres. Je n'ai pas choisi d'être artiste au fait, c'est l'art qui m'a choisi. Avec de la peinture acrylique, de la colle blanche, des tissus usés, Mohamed développe un style original qui aboutit à une multitude de traits colorés. Au milieu de cette vibration apparaissent ces personnages figuratifs. Avant d'arriver au résultat final, j'ai fait des années de recherche. Je faisais avant de l'abstraction, je faisais le réalisme. J'ai un peu touché à tout avant d'arriver à ce que je fais aujourd'hui. Mon travail se fait principalement avec la peinture acrylique sur toile. J'utilise de temps en temps le collage, mais je reste artiste plasticien. J'ai un travail basé sur la décomposition de mon œuvre au travers d'une multitude de traits, comme si le mouvement n'était pas stoppé net une fois figé sur la toile. Du beau de cette toile surgissent des messages brûlants de l'actualité et de la société tels que l'immigration et les marchands ambulants. Le colporteur est l'une des thématiques actuelles de l'artiste. Dans mon œuvre, mon travail se fixe sur beaucoup de choses, l'actualité, les médias, les faits sociaux, aussi bien celui qui peut sembler terne ou morose que les plus anecdotiques et choquants. Donc je travaille sur beaucoup de thèmes. Actuellement, je travaille sur les Yala Yala, qui veut dire les marchands ambulants. Le père de Mohamed ne regrette pas d'avoir soutenu son fils dans son métier d'artiste. Il s'est dit même fier de ce qu'il est devenu aujourd'hui. On le dit souvent, on dit que l'art ne nourrit pas son bonhomme. Mais avec le temps, j'ai apprécié ce qu'il faisait et je suis en fier. Donc, il n'y a pas eu assez de malentendus. Donc, je l'ai encouragé dans ce domaine pour qu'il puisse continuer. Aujourd'hui, le rêve le plus ardent de Mohamed est d'exposer dans les plus grandes galeries du monde et marcher sur les pas des grands noms des arts plastiques maliens comme Abdoulaye Konaté, l'une de ses influences. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.